Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité aux conférences du lundi. Nous sommes très heureux de vous accueillir une nouvelle fois dans cette salle Pasteur. Alors on change de sujet après la médecine. On va s'interroger sur le sport, mais c'est parfois très étroitement lié, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va parler Jeux olympique. Il ne vous aura pas échappé que c'est une actualité du moment. Nous sommes, si mes calculs sont bons, à 165 jours aujourd'hui par rapport aux JO de Paris. Et les JO de Paris, mais vous avez entendu parler aussi qu'on prévoyait en France des JO d'hiver en 2030. Alors pourquoi parler Jeux olympiques? Parce que figurez-vous que les Jeux olympiques de Paris sont organisés sans aucun avis officiel de la population, sans un référendum. Alors on est amené à s'interroger parce que en concurrence avec Paris, il y avait d'autres villes. Il y avait Boston, Budapest, Rome, Toronto, si je ne m'abuse. Et ces villes-là étaient parties sur un référendum, sur un avis de leur population. Et faute d'avoir un avis favorable, elles ont décidé de ne pas combattre et de ne pas partir en concurrence avec Paris. Donc on a Paris 2024 qui est là à nos portes. Et puis pour 2030, vous attendez aussi que ça se passe pas trop bien non plus dans les Alpes, parce que se rajoute aussi l'aspect écologique. Et là, apparemment, il n'y a aucune autre forme de référendum qui vient se rajouter. Donc on ne sait pas trop ce qu'en penserait Pierre de Coubertin. Est-ce que l'essentiel, c'est de participer sans donner, sans avoir l'avis de sa population? On va en parler parce que on se pose plein de questions par rapport à ce rapport population, référendum, Jeux olympiques. Et pour ça, on a le plaisir d'accueillir Michel Quebel, qui est un professeur d'université au sein de l'Université de Strasbourg à la faculté des sports. Michel s'occupe du master qui s'intitule Sport et aménagement des territoires. Il a travaillé dans la médiation par les sports, notamment dans un premier passage à l'université de Reims. Et Michel connaît le sport et ses pratiques du point de vue social, puisqu'il a œuvré pendant plusieurs années au sein de Jeunesse et Sport, pendant 14 ans, voyez-vous. Et pour ne rien vous cacher, on se connaît même parce que Michel a fait aussi de l'astronomie. Il s'occupait d'un club d'astronomie pour les jeunes. Donc vous voyez, on peut aller du sport intellectuel au sport pratique. Mais qu'en est-il finalement avec nos JO? Pourquoi on le fait sans référendum? Qu'est-ce que cela suppose dans notre société? Michel, je te laisse la parole. Voilà. Vous n'oubliez pas, bien sûr, après de poser toutes vos questions. Merci. Alors, voilà, donc ce fameux thème sur les Jeux olympiques, il fallait quand même l'aborder pour cette année 2024, une année olympique. Et il se trouve que j'ai réussi à monter un projet par rapport à l'étude des candidatures aux Jeux olympiques dans 4 villes, 4 métropoles européennes, les 4 métropoles qui ont été candidates pendant un certain temps à ces Jeux olympiques. Et donc, la question qu'on pourrait se poser déjà, c'est pourquoi faudrait-il consulter la population? Puisque l'essentiel de ces Jeux olympiques sont proposés par des métropoles, par des villes, par des élus, par des pays, bien sûr. C'est une collaboration entre plusieurs partenaires, par des pays, donc des gouvernements, et aussi, bien sûr, par le comité olympique, puisque le comité olympique national est partie prenante pour proposer une candidature au comité international olympique. Alors, est-ce qu'il faut consulter la population? Il se trouve que l'histoire récente en France, et dans d'autres pays aussi d'ailleurs, montre que la démocratie participative est quelque chose qui prend de l'ampleur. On voit les premières initiatives de dispositifs de démocratie participative se développer en France dans les années 80. On peut même remonter jusqu'aux années 60 et 70 avec des premières initiatives d'architectes qui ont souhaité faire participer la population pour rendre plus acceptables certains bâtiments, certains types de structures.
Et donc, de plus en plus, au cours des années 80, 90 et 2000, cette démocratie participative gagne du terrain. Elle gagne du terrain dans les pratiques des élus, hein, notamment au niveau local. Elle gagne du terrain dans les idées, dans les représentations également des citoyens. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus d'élus considèrent que la démocratie représentative ne suffit plus à tous les X années, tous les 6 ans pour les municipales par exemple, à consulter et à demander l'avis de la population pour savoir si tel ou tel projet politique leur convient ou non. Ils considèrent qu'entre-temps, il serait utile de poser la question aux habitants si tel ou tel projet leur convient. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, il existe un procédé qui s'appelle le référendum local, qui peut se faire une fois par an dans chaque commune française. Il faut savoir quand même qu'on a à peu près 35 000 communes, 34 000, c'est en baisse hein, puisqu'il y a des fusions communales, et on peut les faire une fois par an, sauf l'année électorale. Et ce qu'on constate dans les faits, c'est que on organise en France à peu près 20 à 30 référendums locaux. Ça veut dire que dans les discours, la démocratie participative gagne du terrain, mais quand il s'agit de faire participer la population sous forme de référendum, le ballon se dégonfle et on n'a que quelques cas en France. On peut se poser la question pourquoi, on la reposera également à propos du référendum, à propos des Jeux Olympiques. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est que le cahier des charges du Comité international olympique est de plus en plus contraignant pour rendre l'événement, ce méga événement sportif, acceptable par la population. En quelque sorte, pour se garantir un avis positif de la population. Alors, dans le dossier de candidature, depuis maintenant à peu près 22 ans, entre 20 et 24 ans, le nouveau cahier des charges du CIO pour proposer une candidature évoque cette participation des citoyens, des habitants à cette candidature. Mais il n'est pas question directement de référendum. Ça peut être sous une autre forme. En tout cas, vous voyez que cette idée de participation gagne même le CIO, ce qui était a priori peu probable. Donc, l'idée, c'est de rendre acceptables les jeux, de ne pas avoir des critiques trop développées et risquer, en fait, une mauvaise presse vis-à-vis de l'événement qui allait être accueilli par un pays. Le plus récent exemple concernant 2030, c'est que la candidature de la Suisse a été écartée. Alors, officiellement, pour des raisons de moindre intérêt que celui de la France, mais on dit, et on raconte dans les couloirs, dans les coulisses des décisions, que c'est à cause de la tradition helvète de faire des votations assez régulièrement, et c'est la crainte de voir la Suisse et donc les habitants de Suisse refuser le projet qui ont convaincu le CIO de choisir plutôt la France ou d'autres candidats. Donc, je disais, il y a une injonction du CIO, donc du Comité international olympique, mais cette injonction n'est pas très précise. Elle est floue et donc est laissée un petit peu à l'initiative de chaque candidature, de chaque ville candidate ou pays candidat. Alors, ce qu'on constate aussi en Europe, parmi les 4 les 4 métropoles qui ont candidaté, comme les citait M. Marchal, c'est donc Paris n'a pas proposé de référendum, Hambourg en a fait un. Qu'en est-il de Budapest et de Rome? On verra plus tard. On sait que, certes, Paris n'a pas fait de référendum, pourtant le résultat, c'est que Hambourg a été écarté, donc le référendum a été négatif, et Paris a gagné la candidature. Alors pour étudier tout ça, je n'ai pas simplement consulté des sites internet ou des articles qui parlaient de cette candidature ou des différentes candidatures en Europe. C'est
tout un projet de recherche qui a été monté et qui a été soutenu par une initiative d'excellence de l'Université de Strasbourg, ce qu'on appelle dans le jargon universitaire une IDEX. Une IDEX, il y a plusieurs sortes. Là, c'était une IDEX post-doc, ça veut dire post-doctorant, une IDEX qui permettait d'embaucher pendant une durée, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, un jeune docteur, pour un post-doctorat. Et donc, c'est avec Hugo Bourbière que nous avons lancé ce projet, où j'étais accompagné aussi d'un collègue qui est très proche, qui s'appelle William Gasparini, que certains d'entre vous connaissent, qui est également un sociologue du sport. Et à 3 chercheurs, nous avons enquêté en allant à Hambourg, pour ma part. Monsieur Gasparini est allé à Rome pour enquêter sur place pendant plusieurs semaines, moi pareil à Hambourg. Et M. Bourbière s'est occupé de la candidature de Paris et de celle de Budapest. Mais pour Budapest, on a eu quelques difficultés. Peu de gens ont accepté de parler. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la chape de plomb qui pèse un petit peu sur ce pays. Ce n'est pas facile d'enquêter là-bas, même en milieu universitaire. Mais nous avons quand même eu quelques données par rapport à ce cas. Donc vous voyez, 4 enquêtes approfondies, des enquêtes qualitatives qui sont faites essentiellement d'entretiens semi-directifs qui ont été enregistrés, retranscrits, analysés à l'aune donc de nos hypothèses sur les raisons de l'échec ou de la réussite de telle ou telle candidature. L'unité de recherche qui a porté ce projet, c'est le laboratoire Sport et Sciences Sociales, qui est un laboratoire assez petit, on va dire. Il y a une quinzaine de chercheurs seulement, une vingtaine de doctorants, et puis des associés, et qui pourtant, depuis, alors si je me souviens bien, ça doit être début des années 80, donc ça fait maintenant 40 ans que ce laboratoire continue à développer des enquêtes, à développer des recherches dans le domaine du sport, en sociologie et en sciences sociales. Voilà, j'ai déjà parlé de Hugo Bourbière. Il faut savoir que Hugo Bourbière nous a quittés au bout d'1 an, parce qu'il a fait un concours de maître de conférence. Il est maître de conférence depuis à Rennes, à l'université de Rennes. Donc, Budapest, donc, le cas que nous avons pu le moins étudier, c'est assez étonnant qu'un pays tel que la Hongrie puisse proposer d'être candidat pour les Jeux Olympiques, parce que financièrement, ce n'était pas du tout évident qu'il puisse supporter une telle candidature. Mais pour quelques pays, le fait de proposer une candidature est quelque part une affaire d'image. On a envie de montrer au monde qu'on est capable de porter une candidature. Et il se trouve que dans ce pays, immédiatement après l'annonce faite par Viktor Orban que la Hongrie serait à nouveau candidate aux Jeux Olympiques de 2024, une pétition a été lancée dans le milieu étudiant et a rassemblé en quelques semaines plus de 300 000 signataires, ce qui est exceptionnel dans ce pays. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que suite à cette pétition, qui ne rendrait pas, comment dire, n'a pas beaucoup de poids dans un tel pays avec un tel régime, a pourtant convaincu Viktor Orban de renoncer au jeu. En fait, en enquêtant un petit peu, la véritable renonciation n'est pas liée à cette pétition, mais au fait que c'était effectivement juste une candidature d'image, sachant que cette candidature aurait été de toute façon écartée au bout d'un certain temps. Donc il s'est appuyé sur, en quelque sorte, une forme de démocratie participative. Une pétition, c'est une forme de démocratie participative pour renoncer, en faisant mine d'écouter une partie de son peuple. Rome. Alors Rome, c'est encore un autre problème. Vous savez que les derniers JO qui se sont tenus à Rome datent de 1960, et Rome voulait être candidate donc pour 2024, et s'est retrouvée face à des critiques assez importantes au sein de sa population, et surtout dans un contexte municipal où des élections étaient en cours. Donc pendant toute la période de candidature, qui était appuyée par le maire de Rome à l'époque, qui était appuyée par le comité italien, olympique italien,
qui était appuyé par le gouvernement, s'est jouée donc une affaire très locale finalement, où le mouvement 5 étoiles était candidat pour la mairie de Rome. Et ce mouvement 5 étoiles s'appuie sur le fait qu'ils sont l'émanation du peuple, en quelque sorte. Alors, que ce soit vrai ou pas, c'est une question qu'on pourrait se poser, mais ils travaillent beaucoup avec les réseaux sociaux, ils ont des centaines de milliers de followers qui participent plus ou moins à ces réseaux, et l'idée qui est apparue la plus utile politiquement à la candidate à la mairie de Rome à l'époque, c'était de s'opposer à cette candidature. Et donc la candidate a annoncé publiquement que si elle était élue, Rome s'opposerait à l'accueil des Jeux Olympiques de 2024 et ne serait pas candidate. Personne ne pensait que le mouvement 5 étoiles allait pouvoir vaincre la mairie de Rome, et c'est ce qui s'est passé. Alors, à peu de pourcents près, mais quand il s'agit de peu de pourcents, quand il y a 2 candidats, eh bien, on scrute de près chaque élément de la campagne et on essaye d'analyser qu'est-ce qui a pu pencher en faveur ou en défaveur de tel ou tel candidat. Et donc là, ce n'est qu'une hypothèse qu'on peut faire, parce qu'il faudrait faire une enquête auprès d'un échantillon représentatif des électeurs pour savoir qu'est-ce qui a pu peser dans leur choix de choisir l'un ou l'autre candidat. Mais on pense que cet engagement contre la candidature de Rome a pu être le petit argument supplémentaire qui a fait basculer les élections. Alors, évidemment, il y avait pas mal d'arguments. Il faut savoir qu'à Rome, le site olympique était essentiellement fait de béton et a été laissé plus ou moins à l'abandon pendant des dizaines d'années. Et on parle, c'est le terme italien, mais je vais le dire en français, on parle des éléphants blancs. Les éléphants blancs, c'est ce qui reste quand du béton vieillit, etc., et quand le béton est gigantesque. Et ce qu'il faut savoir aussi, et l'argument a été utilisé par le mouvement 5 étoiles dans les réseaux sociaux, c'est que Rome payait encore, à l'époque de cette candidature, les dettes contractées par les JO de Rome de 1960. Donc vous voyez que cet argument, il peut avoir son poids, et vous le verrez que pour Hambourg, on peut penser que c'est aussi un élément qui a pu jouer contre la candidature de Hambourg. Voilà, donc là aussi, les réseaux sociaux, peut-être que je pourrais faire un petit détour avant de passer à d'autres cas, mais un petit détour par le fait que la démocratie participative, souvent on dit que ce sont des dispositifs mis en place pour faire participer les habitants ou les citoyens. Je ne sais pas, par exemple, des conseils de quartier, des conseils municipaux d'enfants, de jeunes, des conseils d'anciens, des conseils consultatifs d'étrangers, ce genre de choses. Mais ça, c'est une démocratie participative qu'on appelle descendante, top-down. Il ne faut pas oublier, et ça, depuis au moins maintenant une quinzaine d'années, j'essayais de l'indiquer dans mes publications à propos de démocratie, puisque c'est un de mes thèmes favoris, qu'il y a aussi la démocratie participative ascendante. Le bottom-up, c'est lorsque vous avez une manifestation contre quelque chose, lorsque vous avez une mobilisation par les réseaux sociaux, lorsque des habitants s'opposent à un projet municipal et font une pétition. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui vient d'en bas, même si c'est organisé par des personnes qui savent mieux organiser les choses, même si une manifestation est suscitée, encadrée par des syndicats, n'empêche que ce n'est pas exactement pareil qu'une manifestation organisée par les détenteurs du pouvoir. Donc les deux sont possibles, le top-down et le bottom-up. Et la seule condition pour qu'il y ait démocratie participative, selon moi, c'est qu'il y ait un changement dans les décisions de ceux qui détiennent le pouvoir. S'il y a une manifestation et que ça n'a aucun effet sur la décision ou le projet de loi ou je ne sais pas quoi d'autre, eh bien pour moi ce n'est pas de la participation. Il y a participation s'il y a au moins un fléchissement de ce qui était prévu au départ. Alors, on passe à Hambourg. Donc Hambourg, j'en vais en parler beaucoup un peu plus tard. Et de temps en temps, je
Je vais regarder où j'en suis du timing. Hambourg, donc, grosso modo, il y a eu 2 candidats à l'intérieur de l'Allemagne pour ces JO 2024. D'ailleurs, on va dire JOP dorénavant parce que à une époque, c'était effectivement les Jeux olympiques, d'hiver ou d'été, mais depuis un certain nombre d'années, les Jeux paralympiques donc, font que le sigle officiel, c'est les Jeux olympiques et paralympiques, donc JOP 2024. Hambourg, donc, était opposé à Berlin dans un premier duel, on va dire. À d'autres époques, il y a eu encore plus de candidats à l'intérieur de l'Allemagne. Là, c'était juste un duel. Et Hambourg l'a emporté, ce duel. On verra dans quelles conditions. Et c'est donc le non qui a mis fin à la candidature. Parce que tous les observateurs, tous les organisateurs, le comité olympique allemand, la DOSB, le gouvernement, les Hambourgeois, les élus hambourgeois étaient tous convaincus que ça allait passer. Et même les opposants ont été consternés par le résultat du référendum. Seule fois où je vais prendre un petit bout de papier, parce que j'oublie régulièrement, le résultat c'était 51,7% contre, mais avec une très forte participation, on en reparlera. Et il n'a même pas été question de s'opposer. Ce référendum était décisionnel. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, après un référendum qui dit non, se dire oui, mais on va le faire quand même. Hein. Vous verrez qu'en France, c'est un peu la tradition française. Je ne sais pas si vous vous souvenez, 2005, le peuple dit non, et puis 2 ans après, ou un an et demi après, on fait passer dans le Parlement, et c'est 80% pour. Donc Paris reste seul en lice. Alors il y avait Boston, effectivement, mais il y a eu tellement d'opposants qu'ils n'ont pas posé leur candidature. C'est Los Angeles qui étaient les 2 derniers candidats, et avec donc une répartition sur 2 Olympiades qui ont fait que Paris est resté seul en lice. Voilà. On va maintenant passer de manière plus approfondie, puisque c'est ce cas que j'ai étudié de manière approfondie, qualitative, en me rendant à Hambourg sur plusieurs semaines. Et les entretiens que j'ai effectués et toute la presse que j'ai consultée, les documents qu'on a mis à ma disposition par rapport à cette candidature m'ont convaincu qu'il y avait tout un faisceau de raisons qui peuvent expliquer cet échec. La première raison, c'est que si on était en Allemagne ici, eh bien, la question d'organiser ou non un référendum ne se poserait même pas. C'est-à-dire qu'en Allemagne, la tradition aujourd'hui fait qu'un gouvernement national ou local, surtout local, vous verrez, ne peut pas organiser un méga événement, qu'il soit sportif, qu'il soit culturel, qu'il soit un projet d'aménagement important comme une grande gare, je pense à la gare de Stuttgart. On ne peut plus faire quelque chose d'important qui engage beaucoup les finances locales et nationales sans organiser un référendum. Ce n'est plus possible. Alors là aussi, on peut expliquer ça en retournant dans le passé. Alors pourquoi j'ai dit référendum local et pas national? C'est que les référendums nationaux en Allemagne ne sont plus possibles depuis les années 30, depuis que Hitler s'est appuyé en partie sur un référendum national pour continuer à gagner du pouvoir en Allemagne dans les années 30. Donc après la guerre, lorsque l'Allemagne a été reconstruite, lorsque une nouvelle constitution, alors ça ne s'appelle pas constitution, ça s'appelle Grundgesetz en allemand, loi fondamentale en traduction, il était toujours dans les esprits comment éviter qu'une telle catastrophe puisse se répéter. Et un des éléments, c'était qu'on ne pouvait plus faire de référendum national. Donc, en revanche, les référendums locaux étaient favorisés. Ils ont été favorisés à plusieurs époques depuis les années 50, et notamment dans les années 80 et 90, où il y a eu un coup d'accélérateur pour inciter les gouvernements locaux, les Länder, mais également les villes, à organiser régulièrement des référendums.
Alors le cas de Hambourg est encore plus emblématique, parce que si on regarde le nombre de référendums, c'est une des régions, un des Länder, vous savez qu'il y a des villes-land, et Hambourg c'en est un, qui sont donc très petits en kilomètres carrés, mais qui sont un land à eux-mêmes. Et c'est un des Länder qui a organisé le plus de référendums au cours des 20 dernières années. Donc c'est incontournable. Donc les élus ne peuvent pas imaginer ne pas avoir l'avis de la population et l'assentiment de la population pour se lancer dans un très grand projet. Maintenant, la compétition entre Berlin et Hambourg. Donc Berlin et Hambourg avaient des arguments différents. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque moi je m'intéresse à la question démocratique, hein, donc on ne va pas rentrer dans le détail des projets. Mais grosso modo, il y avait des aspects très différents, avec un avantage pour Berlin, c'est qu'ils utilisaient beaucoup de sites déjà existants, donc avec peut-être un budget un peu moindre, parce qu'il y avait déjà des sites qui existaient. Berlin, capitale, pas depuis toujours, hein, puisque Bonn était l'ancienne capitale. Hambourg, c'était la ville dont était originaire Angela Merkel, qui était au pouvoir à l'époque de la candidature. On ne sait pas si ça a vraiment joué. En tout cas, la compétition ne s'est pas faite par référendum. Il n'y a pas eu de référendum à Berlin. Cette compétition s'est faite à coup de sondage d'opinion. Et le DOSB, donc le Comité olympique national allemand, a lui-même commandité des sondages d'opinion avec un institut, etc., et a vu l'évolution des résultats de ces sondages. Et à tous les coups, chaque fois qu'ils ont fait un sondage, c'était Hambourg qui était bien devant Berlin. Alors, les explications peuvent être diverses. Berlin est réputé être un peu plus critique, à avoir beaucoup de réseaux qui s'opposent, de réseaux d'écologistes notamment, mais pas seulement, hein, qui s'opposent à des grands événements comme ça, avec un certain nombre d'arguments. On verra qu'à Hambourg, ces réseaux existaient aussi et se sont développés. En tout cas, cette compétition-là a été remportée par sondage. Alors, je vous ai dit qu'il y avait de la contestation à Berlin, également à Hambourg. Il faut savoir que depuis quelques années maintenant, enfin quelques dizaines d'années, on voit apparaître des mouvements, notamment celui de Boston, qui s'appelait No Olympics, qui a été repris au goût du jour dans différentes métropoles. Et pour l'Allemagne, c'est le mouvement No Olympia Hamburg, qui était un peu le fer de lance de l'opposition aux Jeux Olympiques, à l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques à Hambourg en 2024. Alors, certes, il y avait une contestation. Vous pouvez encore aujourd'hui taper les mots-clés, etc. sur Internet. Vous tombez encore sur le site de No Olympia Hamburg. Vous voyez les argumentaires très, très développés, très intéressants. Et ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient, mais tout ce qu'ils pouvaient avec extrêmement peu de moyens. Face à la machine hambourgeoise qui était représentée par les élus hambourgeois, les élus du Land de Hambourg, ce n'est pas exactement les mêmes. Vous aviez le comité olympique qui, une fois que Hambourg avait été désigné, était à fond derrière cette candidature pour la défendre. Et le gouvernement, lui, n'était pas encore vraiment présent. On verra que ça a posé un certain nombre de problèmes. Mais ils avaient des moyens énormes, des dizaines de millions d'euros, rien que pour, bien sûr, assurer le montage du projet, mais également une communication exceptionnelle sur des grands événements, des fêtes populaires, où il y a eu jusqu'à 80 000 personnes réunies, etc., alors que les contestataires organisaient une réunion par quartier, il y avait 50, 100 personnes qui venaient. Ils essayaient de prendre la parole dans les méga-événements communicationnels qui étaient organisés par la mairie, mais ils avaient une place assez faible dans cette histoire.
Donc la contestation était réelle, mais avec des moyens très faibles. Je vais juste vous montrer... Bon, non, je ne les ai pas là. J'aurais dû vous montrer, par exemple, ils avaient, en tout et pour tout, en termes de communication, les contestataires, hein, ils avaient fabriqué des stickers, genre, je sais pas, 10 cm sur 5, qu'ils collaient sur les poteaux. C'était leur campagne. Alors qu'à côté de ça, vous aviez des énormes affiches, des spots télé. Il y avait une débauche d'énergie pour défendre la candidature. Alors, si je parle des raisons de l'échec, on peut se demander pourquoi il y a un engouement partagé par de nombreux acteurs. Comment cet engouement peut être considéré comme un échec? Vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est que non seulement les acteurs du projet, les porteurs du projet étaient bien sûr forcément pour la candidature, mais en plus, des journaux locaux se sont déclarés et ont pris position pour la candidature. Vous savez que le journalisme, normalement, se dit neutre hein, par rapport aux faits. Hein, on est là pour transmettre l'information. Bon, on sait bien que la neutralité journalistique n'est pas toujours évidente, mais là, c'était pire que ça. C'était que le rédacteur en chef a pris position pour. Et s'est défendu sur le fait qu'il donnait la place également, une place équivalente à l'opposition. Manque de peau, le journal en question a vu un étudiant en journalisme qui a fait son stage pendant la période de candidature de Hambourg, qui précédait le référendum. Donc ce n'était pas encore la candidature officielle, hein, c'était ville potentiellement candidate, mais le référendum devait être l'acte officiel qui officialisait la candidature. Et donc il a analysé avec sa règle, il a mesuré la surface occupée par les articles qui étaient pro-candidature, les articles contre et les articles plutôt neutres. Et il avait montré que les contre étaient limités à 20%, les pour à 60% et les neutres à 20% aussi. Donc il a publié son rapport de stage et là c'était difficilement contestable. Je l'ai contacté, je l'ai interviewé, j'ai regardé comment il a travaillé. Il a travaillé d'une manière très sérieuse. C'était je vois mes étudiants de master qui sont là, un étudiant en master qui a fait ce travail. Alors, quand les porteurs du projet, les journaux, mais également des industriels et des chambres de commerce, chambres d'artisanat, donc des organismes officiels qui n'ont pas a priori à prendre parti sur ce genre de questions, et également des responsables de chaînes de magasins sur Hambourg, qui étaient très connus, quand tous se déclarent la main dans la main pour la candidature, eh bien on va voir que ça peut avoir des effets inverses de ceux qu'on peut imaginer. Et beaucoup de gens ont voté contre la candidature parce qu'ils ont vu avec grande méfiance cette alliance des puissants contre le peuple, on peut dire. Alors il y avait un contexte quand même qui était assez défavorable, celui-là. C'est que vous aviez un projet qui avait démarré en 2000. Alors attendez voir, donc la candidature était aux alentours de 2016. En 2011, c'est la construction d'un bâtiment culturel qui s'appelle l'Elbphilharmonie, qui devait coûter à peu près 800 millions d'euros. Ça vous paraît énorme, mais qui a coûté au final 10 fois plus. Et plus les années passaient, plus le coût augmentait. Et tous les habitants de Hambourg étaient encore dans cette idée que, les citoyens allaient devoir payer pendant longtemps encore les impôts qui correspondaient à des engagements non tenus. Malgré les discours du maire de Hambourg comme quoi le projet ne dépasserait pas tant de milliards d'euros, que l'État participerait, etc., eh bien, il y a eu un manque de confiance dû à ce contexte défavorable de l'Elbphilharmonie.
Et puis, on verra un manque de soutien décisif à la fin. Alors, pour aller un petit peu dans le détail, donc là, vous ne voyez pas, c'est un peu écrit trop petit, mais j'ai fait une sorte de frise pour essayer de positionner les différents éléments qui ont pu marquer la candidature allemande. Tout à fait à gauche, il faut savoir que ce n'était pas la première candidature de Hambourg. Et donc, pour les JO de 2012, en 2001, 2002, il y a eu une première candidature qui, alors je vais peut-être, alors attendez, ça j'ai déjà parlé de tout ça. Bon, attendez, je vais juste vous montrer, voilà, bon, donc, une candidature en 2001-2002 qui n'avait rencontré quasiment aucune opposition. C'est-à-dire que les opposants de 2016-2017 pour la candidature 2024 étaient en fait déjà présents, mais très peu actifs. Il y avait des idées que ça coûterait plus cher que ce qui était prévu, etc. Mais ils étaient très peu nombreux à avoir une voix portée dans les journaux, etc. Et la plupart du mouvement sportif, la plupart des grands clubs de Hambourg avaient donné leur assentiment, étaient d'accord pour porter cette candidature. Donc, il y avait une sorte d'unanimité à l'époque sur la candidature pour les Jeux de 2012. Il se trouve que le contexte de l'époque, c'était de vouloir favoriser l'intégration qui n'était pas encore terminée. Vous savez, 10 ans après la réunification des deux Allemagnes, il y avait des gros problèmes pour intégrer les Länder qui venaient de l'ex-Allemagne de l'Est. Et donc, les gouvernants voulaient essayer de trouver des moyens de permettre une meilleure acceptabilité de l'ex-RDA. Eh bien, la candidature aux Jeux Olympiques a été l'un de ces moyens, puisque Leipzig, qui donc était une ville de l'ex-RDA, avait fait une candidature qui était beaucoup moins poussée, beaucoup moins travaillée que celle de Hambourg, mais c'est celle de Leipzig qui a été choisie pour porter la candidature de l'Allemagne, et qui a, bien sûr, n'a pas été acceptée au final par le CIO. Et Hambourg était très déçu, bien sûr, par le fait qu'il considérait que ce n'était pas la qualité du projet qui avait été sanctionnée, mais juste des éléments politiques pour inclure, comment dire, pour essayer d'avoir de tendre la main vers une ville de l'ex-RDA pour dire, vous aussi, vous êtes capable d'organiser des Jeux Olympiques. Alors, je vous ai parlé du lancement du chantier en 2011. Donc, l'Elbphilharmonie, un édifice culturel donc, qui est lancé en 2011 et qui va plomber, dont le budget va s'alourdir progressivement jusqu'à coûter donc 10 fois plus, 11 fois plus que le projet initial. Et il se trouve que juste avant le référendum pour les Jeux de 2024, cet édifice n'était pas encore terminé. Ensuite, autre chose, entre 2011 et 2012, vous avez aussi d'autres villes allemandes qui sont candidates aux JO d'hiver, de 2018. Déjà, en 2011-2012, il était question de référendum incontournable. Et donc, il y avait 4 villes en Bavière qui ont été consultées sous forme de référendum, et les 4 résultats étaient négatifs. Donc déjà, ça a plombé un petit peu la candidature aussi, dans la mesure où un précédent qui est négatif n'augure pas forcément de quelque chose de positif par la suite. Ensuite, il y a eu les JO de Londres, et avec la révélation de dérapages budgétaires. Vous savez que Athènes, Londres sont des JO qui ont coûté beaucoup plus que ce qui était prévu, et de ce point de vue-là, ce n'était pas un argument qui était très intéressant pour les porteurs du projet.
parce qu'on leur reprochait d'annoncer des chiffres qui peut-être ne seront pas tenus compte tenu des précédents qu'il y avait ailleurs dans le monde. Fin 2013, encore une fois une candidature de Munich au JO d'hiver de 2022, rejetée par référendum. Malgré ça, 64% des Hambourgeois, dans les sondages entre Berlin et Hambourg, se déclarent contents d'accueillir les Jeux Olympiques à Hambourg. 64%, c'était un argument assez massu pour déjà convaincre la DOSB en Allemagne de choisir plutôt Hambourg que Berlin, qui était à peu près 10 points derrière, avec 54. Mais malgré ça, au fur et à mesure, les sondages ont érodé ce chiffre et commençaient à baisser. Une fois que les sondages qui opposaient Berlin et Hambourg ont été annulés puisque Hambourg a été choisi, il y a eu d'autres sondages d'opinion à propos du référendum. Et donc, jusqu'au jour du référendum, le dernier jour, un sondage officiel, avec un nombre suffisant pour faire croire que ce sondage révélerait la réalité du résultat, eh bien, il y avait encore 54% des gens qui étaient pour. Donc, vous voyez, en un seul jour, entre le résultat d'un sondage et la réalité de ce que donne le vrai référendum, il y a eu une perte de 5%, de plus de 5%. Alors, juste une petite image pour vous montrer à quoi ressemblait ce méga édifice culturel qui a, on ne sait pas pourquoi, pourquoi les premières prévisions ne donnaient que 800 millions d'euros et qu'il a coûté 9 milliards et que les gouvernants ne pouvaient pas renoncer à quelque chose qui était en cours. Ils étaient engagés dans cette folie hambourgeoise. Alors certes, c'est magnifique, c'est quelque chose presque d'unique en Europe, mais voilà, ça a plombé les finances hambourgeoises. Alors ça a quand même provoqué la démission du maire. Entre autres, hein, il n'y avait pas que ça, mais c'était un point important de sa démission. Il se trouve que la démission du maire, comment dire, il appartenait à la CDU. Vous savez que Angela Merkel faisait partie de la CDU, qui était le parti de droite en Allemagne, qui était au pouvoir. Bon, il y a eu des hauts et des bas hein, entre le SPD et la CDU, et il y a même eu des partages, il y a eu des gouvernements qui ont partagé le pouvoir entre ces deux formations, et puis quelques autres aussi. Mais ça a été particulièrement dur pour Angela Merkel parce que ce maire était de CDU et donc il y a eu une défaite de la CDU qui était historique à Hambourg et c'est donc le pouvoir est passé à gauche à l'occasion de ce scandale. Alors, pour finir, alors oui, je voulais quand même vous montrer quelques photos aussi, quelques images à propos des derniers éléments de presse qui ont peut-être fait pencher la balance. C'est que les journaux, bien sûr, faisaient le parallèle entre ce scandale financier du Elbphilharmonie et le projet de Jeux Olympiques. Donc ça a pu inciter des électeurs à se prononcer contre l'accueil des Jeux Olympiques. Et vous voyez qu'il y avait même des petits stickers sur les poteaux qui faisaient directement référence à ce problème. Je voulais aussi vous montrer, voilà, le genre d'éléments de communication des opposants. Mais c'était jamais des grandes affiches. Hein. C'était souvent, ils mettaient même leurs arguments à la craie sur les trottoirs. Ils les dessinaient à la craie
sur les trottoirs, parce qu'il manquait de moyens. Ils passaient bien sûr beaucoup par Internet, parce que c'était pas cher, et donc ils étaient très actifs sur Internet. Et vous voyez des choses un peu rigolotes, des arguments pour ceux qui comprennent. Des arguments qui se déclinaient en cinq grandes raisons, comme les anneaux des Jeux Olympiques, et puis donc tous ces stickers. Donc en fait, juste par rapport à l'argumentaire, ce que faisaient les opposants, ils prenaient les arguments pour les jeux et ils les détournaient, ils reprenaient en fait l'argumentaire en détournant chaque fois et en montrant que c'est le contraire qui va se passer si on accueille les jeux. Et l'argument principal, c'est de dire que les jeux sont des milliards consacrés à un très petit nombre de personnes, de sportifs, pour le bien-être plutôt des puissants, hein, par rapport à une politique d'image. Hein. Il y a des profits symboliques du gouvernement, de la ville de Hambourg, etc. Et que ce qu'il prônait, c'est de garder cet argent et de l'utiliser pour le sport pour tous, pour développer le sport pour tous, et le sport dans les quartiers défavorisés, par exemple. Il y a encore un autre aspect, un autre argument qui a été développé, c'est que les opposants considéraient que le véritable objectif des pro-olympiades, ce n'était pas le sport lui-même, mais c'était profiter des Olympiades pour renouveler et redynamiser économiquement la ville de Hambourg. Pouvoir faire de nouveaux transports urbains, pouvoir réhabiliter un quartier qui était un peu industriel en y mettant pas mal de logements. Et l'argument des opposants était aussi du fait que tous ceux qui logeaient à bas prix dans ce quartier étaient expulsés et que le prix des logements dans ce quartier allait doubler, tripler, quadrupler et que les personnes qui y habitaient ne pourraient plus y habiter. Bon, alors je reviens à la suite. Voilà, donc l'élément final, c'est un élément de contexte également, c'est que le ministère de l'Intérieur, il faut savoir que le sport fait partie du ministère de l'Intérieur en Allemagne, hein, que ce soit au niveau national comme au niveau des gouvernements des Länder. Dans la plupart des cas, le sport fait partie du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, dans un débat qui a précédé de quelques jours le référendum, n'a pas répondu de manière claire et massive sur le soutien du gouvernement au projet de candidature de Hambourg. Alors, ce n'est pas juste 3 jours avant que ça s'est joué. Ça faisait des mois que le maire de Hambourg demandait une réunion avec le gouvernement pour mettre sur la table ce projet de candidature. Il y avait des chiffres qui étaient annoncés comme quoi le gouvernement allemand allait mettre 2 milliards d'euros dans cette candidature. Et à aucun moment, le gouvernement n'a confirmé cette somme. Et il ne l'a notamment pas confirmé 3 jours dans ce débat, 3 jours avant le référendum. Et donc ça a aussi plombé, ça a aussi convaincu les habitants de Hambourg de se dire, si l'État n'est pas clair sur son engagement, ça va retomber sur le local et ça va retomber sur nos impôts. Bon. Alors donc ce flou, c'était pas juste le ministre de l'Intérieur, c'était beaucoup plus profond que ça. Vous savez qu'à cette époque-là, l'Allemagne était un des pays qui avait annoncé qu'ils accueilleraient des réfugiés syriens en grande masse. Ils avaient annoncé 1 million de personnes qu'on accueillerait en Allemagne. Et Angela Merkel a noté à plusieurs reprises, un ou 2 mois avant le référendum, qu'elle s'engageait à ça et qu'elle engageait le gouvernement financièrement à les accueillir. Et donc c'était une façon de prévoir que le budget de l'État allemand allait être plombé par cette arrivée massive de réfugiés. Et quelque part, on se demande si effectivement il n'y avait pas en balance le soutien aux Jeux par rapport au soutien aux immigrés, enfin aux réfugiés, pardon.
Et donc, dans beaucoup de milieux, notamment journalistiques, ils étaient convaincus que c'était ça qui était à l'origine de ce flou du ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas eu de confirmation. Je l'ai eu confirmé lors de mes entretiens, mais je n'ai pas eu de confirmation gouvernementale. J'ai eu du mal à avoir cette réponse de la part du gouvernement. Donc, ce gros doute sur l'engagement financier de l'État et le choix d'Angela Merkel pour... c'était pas centaines de milliers, c'était 1 million. Hein. Maintenant, pour finir cette conférence, on peut se poser la question, donc, pourquoi il n'y a pas de référendum en France? Et c'est sur ça que je voudrais que peut-être le débat puisse se développer tout à l'heure. Ça va? Est-ce qu'il fallait proposer un référendum dans l'endroit qui allait accueillir les Jeux, donc en Île-de-France, à Paris même, mais vous savez que ça déborde aussi ailleurs. Est-ce qu'il fallait faire un référendum national? La crainte du non est de plus en plus dans les esprits des élus, hein, puisque vous savez que les fiascos récents, si on prend un temps long, hein, n'engagent pas du tout les élus actuellement à organiser des référendums. Vous savez que celui de 2005 s'est soldé après quelques mois d'effervescence en France, de débats organisés notamment par les opposants, qui est passé donc le non est passé à 54%. Et puis en Alsace, pourquoi en Alsace? Parce que les élus d'autres régions ont scruté les résultats du référendum qui s'est passé en Alsace. Et vous savez qu'il y a 2 raisons qui ont fait que le référendum s'est soldé par un échec. Il y a d'une part, dans le Haut-Rhin, le non l'a emporté majoritairement. Il fallait faire dans les 2 départements. Hein. Mais dans le Bas-Rhin, c'était largement majoritairement pour l'unification, mais il n'y avait pas assez de participants au référendum pour que le référendum soit décisionnel. Il faut au moins 50% de participation pour que le résultat soit décisionnel dans un référendum. Mais de toute façon, il suffisait que l'un des 2 ne fonctionne pas pour annuler la procédure. Ben, vous savez que dans les 2 cas, 2 ans après, ça a été adopté quand même. La crainte de laisser une tribune aux opposants, si on fait un référendum, ça peut-être donne envie aux opposants de s'exprimer dans la presse, à la télé, etc. Peut-être. Il faut savoir une chose, c'est que, en tout cas en France, plus on s'approche d'une échéance, plus la critique va se développer. Et il faut dire que, parce qu'il y a quand même eu quelques sondages d'opinion par rapport à l'accueil des Jeux. Et ces sondages étaient assez favorables en général, mais qu'il y a un écrêtement progressif plus on s'approche de l'événement lui-même. Et puis pour finir, je voulais juste vous donner un autre effet possible. C'est que, je ne sais pas si vous connaissez l'effet NIMBY. Donc vous le voyez, hein, c'est décliné, Never in my backyard. C'est l'effet que si vous êtes en Alsace et qu'on vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord que Paris accueille les Jeux Olympiques? Peut-être que vous direz oui à 80%. Mais si vous êtes parisien et que vous allez subir les nuisances occasionnées par les constructions, par le trafic, par l'augmentation des prix, etc., qui est liée à plein de problèmes que peut générer l'organisation et l'accueil des Jeux Olympiques, vous allez peut-être plutôt dire non. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai cet effet NIMBY? Eh bien, retour à Hambourg, un des médaillés olympiques allemands, qui est devenu professeur d'économie à Hambourg, a regardé quartier par quartier les résultats du référendum. Et il s'est aperçu que plus vous étiez éloigné du quartier dans lequel étaient centrés les équipements pour accueil des Jeux, eh bien plus vous étiez pour, et plus vous étiez proche de ce quartier, plus vous étiez contre. Donc cet effet, lui, il l'a montré à Hambourg. Il est très probable que ça fonctionne également si on faisait un réféendum national, que les Parisiens seraient peut-être moins pour que les gens plus éloignés. Mais c'est pas sûr, hein, parce que ça dépend aussi un peu de la sociologie, de la sociographie des votants. Voilà, je vous remercie.
Voilà, merci Michel. Maintenant la parole à la salle qui se lance pour une première question. Merci sur tout cet éclaircissement. En revenant au référendum, je me pose quand même la question, est-ce que le référendum est vraiment un outil de démocratie participative? Je vais prendre deux exemples. Il y a eu un référendum à Ilgirch, Grafenstatten, pour ou contre la ZFE. Il y a eu un référendum à Paris pour ou contre l'augmentation du péage des stationnements des voitures. D'accord? Dans les deux cas, moins de 10% de participants. D'accord? Donc, comme vous le dites, hein, et pourtant, on se vante des résultats de ces deux référendums. Je caricature, si vous demandez dans un collège ou dans une école primaire, est-ce que vous voulez des haricots bio ou de la mousse au chocolat avec des œufs dont on s'en fiche d'où ils viennent, la réponse est connue d'avance. Alors, est-ce que le référendum est un outil? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire participer à l'élaboration d'un cahier des charges, à avoir une vigilance sur les tenants, les aboutissants, mais le référendum, oui ou non, binaire, sur une question qui n'est jamais binaire, est-ce que c'est un outil de démocratie? Je trouve que c'est une très bonne remarque. Bon, vous l'avez, en citant vos exemples, vous avez montré que souvent, le fait de faire un référendum, les rares fois où on en fait, hein, c'est un outil stratégique quand on veut avoir l'assentiment quand on ne veut pas prendre une décision soi-même, une décision impopulaire, comme par exemple les Vélib à Paris, etc. On sait que lorsque les utilisateurs d'un outil comme le Vélib sont minoritaires dans la population et que le référendum risque forcément d'être défavorable à cette minorité, eh bien, et qu'on ne veut pas prendre une décision impopulaire, on va passer par un référendum pour faire ça. Il y a d'autres raisons. Alors, j'ai étudié un peu les référendums locaux en France parce que j'ai eu la chance de faire une veille régulière sur le site internet de la DGCL, la Direction Générale des Collectivités Locales, qui met en ligne différents documents. Et un jour, c'était il y a 10 ans à peu près, hein, ils ont mis en ligne le résultat d'une enquête sur les référendums qui se sont passés en France pendant 30 ans. Avec l'objet du référendum, la ville concernée, le résultat du référendum, etc. Et je me suis empressé de la télécharger parce qu'un mois plus tard, elle a disparu. Donc j'ai réussi à la télécharger. Je l'ai encore chez moi, hein, etc. Et donc j'ai étudié tout ça. La première chose que je peux vous dire, c'est que quand l'objet du référendum est un problème local qui intéresse les gens, qui intéresse la vie quotidienne des gens, ben ce n'est pas 10% qui participent. Les taux de participation approchaient 80% dans des villages, dans des petites villes. Là, Paris, évidemment, c'est autre chose. Mais dans des petites villes, quand le sujet était intéressant pour la vie quotidienne des gens, eh bien une participation bien supérieure aux participations électorales au moment des élections. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un problème de participation. Le deuxième point que j'ai constaté, c'est que des référendums sont organisés, parfois par des communes, quand l'objet du référendum est interdit. Je m'explique. Vous avez un village traversé par des camions, des 38 tonnes toute l'année, qui font trembler les murs, qui font peur aux enfants et aux parents par rapport aux enfants, etc. Et tout le monde se plaint de ça. Et le maire ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une route nationale. Mais ça, le commun des mortels ne sait pas. Pourquoi le maire ne fait rien? Donc le maire va proposer un référendum pour l'interdiction du passage des camions dans la commune. Donc il va lancer son référendum, il va essayer de le dire assez tardivement pour que la préfecture ne réagisse pas tout de suite. Et donc vous aurez 99% des gens qui sont contre le passage des poids lourds, bien sûr, hein, c'est logique. Et tout de suite après, le préfet qui dit que le référendum n'a pas le droit d'avoir lieu. Mais il a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu, il a fait parler la presse, et ça fait avancer peut-être, parce que les préfectures, vous savez, ils ont horreur de la presse. Hein. Je le sais parce que je fais souvent pression sur la préfecture par rapport à d'autres sujets, en utilisant les médias. Et donc, ils ont horreur de la presse, et donc peut-être que c'est un outil
qui lui est interdit, mais qu'il utilise quand même pour faire avancer un problème et des décisions de contournement de la commune par, vous savez, les ronds-points, le contournement. Alors maintenant, est-ce que c'est de la démocratie participative ou pas? Je pense qu'on peut dire quand même que c'en est, même si ça s'apparente à la démocratie directe. Mais pourquoi je dis que c'est pas de la démocratie directe? Parce que contrairement aux assemblées générales du temps de la Grèce antique, où on pouvait prendre des décisions sur la place publique, là c'est quand même toujours le détenteur du pouvoir qui fait partie du système de démocratie représentative, qui prend l'initiative, qui contrôle cette initiative, puisqu'il contrôle la question, hein, et la binarité de la question, hein, et l'impôt, et donc le propos, c'est donc du top-down. Et pour moi, c'est donc de la démocratie participative. Et pourquoi participative? Parce que s'il y a suffisamment de participants, eh bien, la décision, enfin le référendum peut être décisionnel, donc peut changer la décision. D'accord? Donc voilà, c'est... Une question suivante. Qui... Attendez le micro. Attendez le micro, madame. Je n'ai pas tout à fait répondu à votre question, mais si j'ai le temps, j'y reviendrai tout à l'heure. Monsieur, référendum participatif. Cela veut dire qu'on répond par oui ou par non à une question. Voilà, mais ça. Donc, on n'a pas du tout un raisonnement sensé. C'est comme pour la Constitution, c'est pareil, c'est organisé par le pouvoir. Donc, on ne va même pas savoir, puisque ça s'est passé il y a 10 ans, paraît-il, moi je ne m'en rappelle même plus, quel sera le coût, parce que maintenant, on poserait le coût. Qui c'est qui va payer, au fait, qui paye? C'est sur nos impôts? À nous, Français? Ou bien tous les organisateurs payent? Est-ce que vous êtes au courant? Oui, quand même un peu, mais je ne suis pas un économiste ni un spécialiste d'économie, mais il y a plusieurs... alors, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est celle à laquelle je n'avais pas répondu tout à l'heure, c'est le oui-non. Effectivement, c'est très binaire et ça ne permet pas d'avoir une vision réelle de la vie des gens. Donc, pourquoi ne pas faire évoluer cette façon de poser des questions aux gens? Pourquoi ne pas faire évoluer aussi les élections? Vous savez que aux dernières élections présidentielles, un groupe de chercheurs qui travaillent sur la participation ont proposé dans 2 bureaux de vote différents 2 votes successifs avec l'accord des gens, mais la plupart des gens ont été d'accord pour voter 2 fois, où dans un cas, ils votaient pour une personne, pour un candidat, et dans l'autre cas, ils classaient tous les candidats par ordre de préférence. Eh bien, en classant les candidats par de préférence, eh ben, c'est pas Macron qui sortait du chapeau. C'est intéressant de voir que si on prend une mesure des choses différentes, eh bien, on aboutit à des résultats différents. Et par exemple, Bayrou sortait à un moment donné, et dans un autre quartier, c'était Mélenchon qui était président. Pas parce qu'il avait... alors, il n'avait pas le maximum de voix dans le système classique, mais dans le système de classement, les gens mettaient quelqu'un d'autre devant, mais en deuxième, pourquoi pas, vous voyez? Et donc, c'est intéressant de voir ça. Et bien, pour les référendums, on pourrait très bien également imaginer un système différent où on peut avoir déjà d'être mieux informé. Mais bon, face à un référendum, il y a une information qui est faite. Le problème de Hambourg, c'est que pour que, au moment du référendum, les opposants puissent développer leurs arguments dans le matériel électoral du référendum, il fallait qu'ils puissent rassembler X%, en l'occurrence c'était je crois 10%, sous forme de pétition, 10% des signataires de Hambourg. Ils les ont obtenus, mais trop tard. Ils les ont obtenus, je crois, ça a été accepté la veille du référendum, c'était trop tard pour envoyer l'information. Donc, ils étaient contents d'avoir réussi à obtenir quand même, ils avaient même dépassé de plusieurs pourcents le minimum, mais ils n'ont pas pu exprimer leur avis. Donc, je pense que, même si à la rigueur, à la fin, le résultat c'est oui ou non, même si c'est ça, le fait d'organiser un débat public, un débat, une information où la place des opposants est également acceptée dans la diffusion de l'information, je pense que ça peut être utile quand même.
Mais on peut imaginer d'autres systèmes de consultation que simplement le oui-non. Autre question? Oui, j'y arrive. Oui, merci pour cette conférence. Vous êtes un expert. On pourrait vous retourner la question. Si un référendum avait été présenté en France pour ces Olympiades, quel aurait été le résultat? Je ne sais pas. Je pense que le résultat aurait dépendu de l'information, de la place à de débat sur cette question. Je m'aperçois aussi que je n'ai pas répondu entièrement à la question précédente, mais je y reviendrai. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais j'oublie peut-être volontairement. On ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas fait. Alors, on pourrait s'appuyer sur les sondages, mais malheureusement, vous avez face à vous un sociologue. Et un sociologue, quand vous parle de sondages, ça fait mal, les sondages d'opinion. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les sondages d'opinion les instituts de sondage font leur notoriété sur les élections. Mais 90% des sondages organisés par des instituts de sondage ne se font pas sur des élections. C'est que la petite partie qu'on voit. Mais les commandes peuvent concerner plein de sujets. Et donc, on s'aperçoit que plus un sondage est proche d'un événement concret, c'est-à-dire le vote, plus il est rapproché de la date du vote, plus on s'approche un petit peu du résultat potentiel. Encore, on a eu quelques surprises ces dernières années. Mais voilà. Et donc, quand vous avez à 20h des estimations des instituts de sondage qui ont une audience pas possible, mais c'est là que les instituts font leur pub. Mais savez-vous que les sondages d'opinion existent depuis à peu près 70-80 ans et qu'un jour, un chercheur, un économiste a dit que pour qu'un sondage soit représentatif, on va prendre l'âge, le sexe, la profession et la région d'origine, d'habitation. Mais ça fait 80 ans que c'est toujours les mêmes critères qui sont utilisés. Mais en première année de sociologie ici à l'université, on apprend que la représentativité d'un échantillon, mais c'est pas à l'âge, le sexe, ça dépend de l'objet de l'enquête. Il faut tenir compte de l'objet de l'enquête pour construire la représentativité d'un échantillon. Et donc, je veux dire, les sondages sont fondés sur une croyance que ces quatre éléments, qui sont les principaux, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En plus, vous savez que les sondeurs vous cachent une grande partie de la vérité. Les redressements d'échantillons se font un peu au pif par rapport au fait qu'on pense que les électeurs, pendant longtemps, les électeurs du Front National ne déclaraient pas ouvertement qu'ils voteraient Front National. Donc on a multiplié par 2, 3 ou 4 parfois les résultats et on se plantait encore. Hein. Mais voilà, donc ces redressements et tout ça font que les sondages... Enfin, et pire encore, une enquête sociologique, elle part toujours d'hypothèses qu'on essaie de vérifier. Et ce sont ces hypothèses qui vont être transformées en indicateurs et qui vont donner les questions qu'on pose aux gens, qui renseignent l'indicateur, qui vont permettre de vérifier les hypothèses. Mais les sondeurs ne font jamais d'hypothèses. Ils reçoivent une commande, ils prennent un bout de papier, quelles questions on va poser, et puis derrière, il y a les questions sociographiques, les fameuses 4 questions pour la soi-disant représentativité. Mais c'est pas de la science. C'est tout sauf de la science. Je reviens à votre question sur le coût. Donc, imaginons que le coût soit celui qui était annoncé, hein, qu'il n'y ait pas de dépassement, admettons, ce qui n'était pas le cas à Londres, qui n'était pas le cas à Athènes, etc. Eh bien, vous avez un montage financier qui associe certes des fonds publics, mais également beaucoup de fonds privés, parce que la publicité qui est faite pendant les Jeux Olympiques rapporte de l'argent. Et donc, il y a des contrats qui sont passés. Il y a une grande partie, je dirais la plus grande partie, peut-être qu'il y a des gens plus spécialistes que moi dans la question, mais je pense que c'est la plus grande partie qui vient de ça. Et donc là, vous n'avez pas à payer des impôts là-dessus. Par contre,
en cas de dépassement, il est fort probable que ce soit l'État ou en partie la ville de Paris qui complète. Et donc là, de toute façon, c'est sur les budgets municipaux, sur les budgets, sur les impôts, bien sûr. Hein. Mais ça, tout ça, c'est des choix. C'est des choix. On a du mal à savoir concrètement quelle est la part de nos impôts qui vont payer les Jeux Olympiques. Hein. D'autres questions? Oui. Bonjour. Donc c'était pour savoir si est-ce qu'on pouvait utiliser les pétitions comme un outil un peu comme les référendums où ils n'ont vraiment aucune valeur aux yeux de l'État ou des gouvernements. Alors, les pétitions, pareil, hein, les pétitions, c'est quelque chose qui peut être pris en compte ou ne pas être pris en compte. Alors, je vous explique. Il y a une procédure qui, depuis les années 60, existe à propos des changements qui affectent l'urbanisme dans une ville, par exemple, où on désigne un commissaire enquêteur qui va gérer une enquête publique. Eh bien, les pétitions, dans les enquêtes publiques, ont du poids. Ils sont reçus par le commissaire enquêteur comme étant une forme d'expression acceptable qui va faire partie de son bilan, de son analyse de l'acceptabilité d'un projet d'urbanisme. Donc la réponse est oui pour ce qui est des enquêtes publiques. Hein. Maintenant, dans une ville, il n'y a pas forcément d'enquête publique, et puis il y a des gens qui font une pétition parce que dans leur quartier, il y a des jeunes qui font du bruit jusqu'à 3 heures du matin, j'en sais rien. Hein. Eh bien, il faut savoir que si vous amenez la pétition au maire et que ça s'arrête là, il peut en tenir compte ou pas. Si vous la portez au journal local et que le journal en fait un article dans les journaux, je vous dis, les élus sont très sensibles, pas seulement la préfecture, hein, sont très sensibles à ce qui paraît dans les journaux. Et donc c'est une pression médiatique qui va obliger, dans ce cas-là, le maire à réagir et donc à tenir compte quand même de cette pétition. Et plus vous aurez de pétitionnaires, plus elle aura du poids. Donc je dis, moi, dans les deux cas, si on sait bien utiliser une pétition, oui, ça peut avoir du poids. Peut-être même, peut-être pas décisionnel, comme l'est un référendum où il y aurait plus de 50% de participants, mais quand même, ça peut influencer les décisions. Et donc, c'est pour moi de la démocratie participative bottom-up. Madame. Vous nous avez présenté votre travail sur la candidature de Hambourg, mais dans le fond, une seule question par rapport à la candidature de Paris. Alors, moi, je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que le chercheur qui a fait ce travail similaire sur la candidature de Paris, quelles sont justement les hypothèses, les analyses qu'il fait par rapport à la question? Aurait-il été utile ou non un référendum? Ou a-t-il étudié les autres moyens d'acceptabilité de la candidature auprès de l'opinion, à la fois les sondages d'opinion, mais aussi des acteurs de la société civile, parce qu'il se trouve que j'ai participé à 2 groupes de travail sur l'acceptabilité, à la fois sur le domaine du handicap et sur la manière dont la candidature au JOP serait susceptible aussi d'accroître la lutte contre les discriminations. Donc, pendant 2 ans, un certain nombre de groupes de travail ont bossé ces questions. Et donc, c'est plutôt les corps intermédiaires, mais aussi les corps intermédiaires font partie de la vie démocratique, selon moi. Donc, dans son travail, a-t-il analysé tout cela? Et dernière demande, vos études sont-elles accessibles? Pouvons-nous les lire? Alors, sur la première partie, effectivement, donc il a étudié ça. Et alors, le référendum, c'est un outil. Et comme je vous le disais, il y avait une sorte de pression du CIO pour qu'il y ait quand même qu'on travaille cette acceptabilité. Donc, en dehors des sondages, la candidature de Paris présentait justement un système de démocratie participative, notamment avec les habitants impactés par le village olympique, par exemple, par différents éléments qui changeraient dans la vie quotidienne des gens.
Et je dois dire que, alors je ne suis pas le spécialiste de la candidature de Paris, puisque c'est lui qui l'a étudié, mais dans nos discussions et dans les articles, j'en parlerai en deuxièmement, il montre qu'effectivement, il y a eu beaucoup de déceptions de la part des habitants, où il y a eu monts et merveilles qui ont été promises donc dans des réunions de concertation. Et c'est pas seulement les acteurs intermédiaires qui étaient invités, il me semble, hein, d'après ce qu'ils me disaient, c'était aussi des habitants dans certaines réunions, pour savoir comment ils prendraient et quelles seraient les conséquences pour eux, concrètement, des changements urbanistiques qui affecteraient leur quartier. Et donc, il y a eu de la déception, et je dois dire aussi que, là c'est plutôt moi qui ai lu quelques articles plus récents encore, où les projets qui ont été les plus amputés financièrement à cause des dépassements ici et là, c'est justement des projets qui étaient censés servir aux habitants de ces quartiers. Alors, maintenant, la question c'est où est-ce qu'on peut lire? Alors, vous savez que ça c'est un problème en soi, hein. C'est que quand vous faites une recherche et que vous êtes enseignant-chercheur, vous devez publier dans des revues selon une liste de revues particulièrement prestigieuses, et plus vous allez publier dans les revues prestigieuses, plus la valeur de vos résultats sera importante. D'accord ? Alors c'est pas tout à fait mon avis, hein, mais ça fonctionne dans la carrière d'un enseignant-chercheur. Hein. Il faut qu'il puisse prouver que l'argent qui lui est donné sert à quelque chose, et se sert à quelque chose, c'est surtout dans les revues les plus prestigieuses. Or, ce sont les revues les plus prestigieuses qui sont les moins lues et les moins accessibles. Deuxième point, dans ces revues prestigieuses, vous devez écrire d'une certaine façon, avec de multiples notes de bas de page, des références, un état de l'art d'abord, ensuite la présentation de la méthodologie, etc., qui sont des aspects qui sont lourds pour quelqu'un qui s'intéresse aux résultats, voyez. Alors, la question c'est, est-ce qu'on fait autre chose? Est-ce qu'on vulgarise aussi les résultats? Donc, là j'ai une réponse, c'est que dans le programme, on n'a pas parlé trop du programme dans lequel s'insère cette conférence, c'est un programme assez vaste, de conférences-débats bien sûr, hein, mais également de ciné-débats, au Vox, en relation avec les rencontres cinématographiques d'Alsace. Je crois que son président, je l'ai vu ou pas? Ah non, bon, je me suis trompé, bon. Ma vue baisse avec l'âge. Et donc 7 séances de cinéma autour des Jeux Olympiques, et un point d'orgue fin juin avec 3 éléments. Un colloque scientifique, un colloque plus ouvert sur la société, c'est le 28 juin, le vendredi 28 juin, avec des tables rondes, où il y aura donc des représentants. Il y a un étudiant qui sera présent, je le vois là-bas, qui a été accepté pour être bénévole aux Jeux Olympiques. Il y a des lycéens qui travaillent depuis maintenant 2 ans dans le cadre de Génération 2024 qui sont sur place. Il y a des représentants de Jeunesse et Sport, des représentants de l'Eurométropole, etc., des villes qui ont le label Terre de Jeux, etc. Donc des discussions le 28 juin. Et le 25, je présenterai un dossier d'une revue qui n'est pas une revue classique, qui est une revue scientifico-politique, qui a pour objectif justement de vulgariser, mais pas vulgariser des idées comme ça que les gens auraient, vulgariser la science. Donc de partir de résultats scientifiques, mais de l'écrire d'une autre manière, avec des articles moins longs, qui font entre 20 et 30 000 signes, pour vous dire c'est une dizaine de pages, des articles avec le moins de notes de bas de page possible, et puis un langage qui soit compréhensible d'un plus grand nombre de personnes. Et donc il y aura 12 articles sur une critique, parce que l'objectif de cette revue, c'est aussi d'apporter un regard critique sur la société et sur la politique, et là sur les Jeux Olympiques. Et le thème de ce dossier, ça s'appelle « L'envers du décor olympique ». Et donc on aura des géographes, des historiens, des sociologues, des économistes, etc. Et ce sera présenté à la librairie Kléber le 25 juin. Mais c'est vrai, votre question, elle est légitime, parce qu'on ne le fait pas généralement.
cette conférence fait partie un petit peu. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair dans ma manière d'expliquer les choses. C'est presque une conclusion, ça. Michel, si tu peux me permettre, j'ai envie de faire quelque chose. Pardon ? Et si tout d'un coup, on disait à notre public, Madame le maire de Strasbourg annonce les JO pour 2048, qui serait pour? Allez, un sondage. Vous êtes 79. Les JO à Strasbourg. Pas facile. Pas facile parce qu'il y a un décalage dans le temps aussi. Mais il faudrait en débattre d'abord avant de voter. Il faudrait discuter. Madame, donne un avis. Moi, tout d'un coup, je me pose une question, parce que avec tout ce qu'on a dit par rapport à l'opinion d'une majorité de gens, de toute façon, il n'y a pas le choix. Les Jeux olympiques, ils nous ont annoncé comme ayant lieu à Paris, et il y a des gens qui vont être pour, d'autres qui vont être contre. Certains Parisiens vont avoir une vie pas possible, et d'autres sont très contents parce que ça va amener du tourisme et de l'argent, etc. Mais en fait, on n'a pas de décision. Tout ce qu'on pourra constater, c'est après, s'il y a des résultats positifs, des résultats négatifs, et si tout ça valait la peine de le faire. Voilà, excusez-moi. Mais... Oui, mais pour répondre à votre remarque, on a beaucoup d'effets d'annonce. Et une fois que c'est passé, il y a beaucoup moins d'intérêt pour savoir si tout ce qui avait été prévu et tout ce qui avait été promis a vraiment été réalisé. C'est très dur de savoir, et puis surtout d'évaluer les effets, même par rapport au tourisme, etc. C'est compliqué. Dans le dossier de notre revue, je publie un grand entretien avec Vladimir Andreev, qui est un économiste du sport, et qui lui est très critique sur justement la façon dont quasiment aucun des JO, aucune des manifestations n'a pu prouver ce qu'elle prétendait en termes de rentrée d'argent, de bénéfices pour la collectivité. On fera la conférence d'après. Voilà. Allez, merci Michel. Et changement d'horizon la semaine prochaine, puisque nous parlerons d'archéologie byzantine avec Daphné Guérin. Bonne semaine d'ici là. À bientôt. Merci.